Bonjour Dino, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Bonjour Arnaud, c'est avec plaisir. Je vais commencer par une question très simple. Dans quel secteur d'activité vous intervenez et quelle est votre spécialité? Ma spécialité, écoutez, c'est prestation de services, en conseil, formation, coaching. Je m'appuie sur une approche qui s'appelle Gestalt OD. Alors, je ne vais pas vous décrire la Gestalt OD, ça fait l'objet d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Manager d'élite. Et puis, pardon? Non, d'accord, j'acquiesce. Vous acquiescez. Et puis voilà, si vous voulez quelques mots juste pour dire que la Gestalt OD, c'est un ensemble de théories et de pratiques qui sont issues de la psychologie et qui ont pour but de favoriser la réussite des processus de changement des hommes et des organisations. D'accord. Voilà. Et donc, comment vous en êtes arrivé là? Quel est votre métier au quotidien? Je vais d'abord parler de ma mission. Pour moi, c'est de stimuler l'efficacité. Et c'est le mot efficacité qui est important. L'efficacité des organisations avec comme moyen l'intelligence émotionnelle des cadres. C'est en travaillant sur l'intelligence émotionnelle des cadres qu'on peut renforcer l'efficacité des organisations. Ma profession, essentiellement, c'est celle d'un consultant, donc c'est la relation d'aide. Les services que nous offrons comprennent, entre autres, des études de diagnostic, du conseil, des missions psychosociologiques, développement de la performance, compétitivité des entreprises, la gestion et la facilitation du changement, on va dire comme ça. Comment j'en suis arrivé là? Parlez de moi. Moi, j'ai remarqué que tout au long de ma vie professionnelle et personnelle, et quel que soit d'ailleurs l'environnement et les fonctions dans lesquelles on peut se trouver, la réussite de toute relation est subordonnée à la volonté des gens de conjuguer leurs talents. Et chacun d'entre nous possède une certaine capacité à soutenir ou à saboter cette connivence entre les hommes. D'ailleurs, certaines cultures, on va en parler tout à l'heure, mais certaines cultures semblent mieux tirer parti de ces capacités que nous avons en tant qu'êtres humains que d'autres. Il suffit de se rendre compte à quel point, par exemple, la culture du consensus réussit bien à nos voisins allemands. Alors, vous voyez, fort de ces expériences et de ma raison d'être, parce que moi, c'est ce que j'aime ça, j'ai voulu me consacrer au développement des relations constructives pour aider les hommes à combiner leurs talents et à accomplir efficacement de grandes et de belles choses. Très bien. Et donc, vous exercez depuis combien de temps sur la France entière, j'imagine? Donc, j'exerce essentiellement en espace francophone, beaucoup en France, oui. Ouais. D'accord, parfait. Donc, depuis 1998, pour répondre à votre question. 1998, très bien. Ouais. Entrons donc dans le vif du sujet par une question toute simple. Qu'est-ce que les valeurs pour vous? Alors, je vais remonter vous allez voir, notre conversation, je vais essayer de la garder aussi peu ésotérique que possible, pour que tout le monde puisse nous comprendre. Et donc, je vais souvent prendre des exemples dans la vie courante, voilà, pour que ça soit accessible à un très large public. Okay. Pour moi, les valeurs sont des qualités morales. C'est des qualités morales qui sont largement désirées, largement estimées, car elles font appel à des notions comme le juste, le vrai, le beau. Ça existe depuis ces notions-là, depuis les temps de nos ancêtres grecs. En d'autres termes, l'esthétique, la science et l'art. Donc, comme valeur, oui, vous en voyez quelques-unes là sur l'écran, mais je pense à la vérité. La vérité, c'est une valeur qui est, je pense, largement répandue. La justice, le respect d'autrui, la fraternité, la liberté. L'esthétique, la beauté, c'est aussi une valeur. Et je voudrais souligner que les valeurs, ça ne se voit pas à l'œil nu, ça se voit à travers les comportements des individus. Ce sont les comportements qui révèlent ces valeurs. Et des individus et des organisations, des systèmes. Je voudrais donner deux exemples. Par exemple, une boîte qui vire ses salariés sans ménagement, on ne peut pas dire qu'elle fasse preuve de la démonstration de valeurs de fraternité ou de respect. C'est sûr. Un manager qui passe son temps à manipuler les autres, on ne peut pas dire qu'il
accorde beaucoup d'importance aux valeurs de vérité et de justice. Donc voilà pour moi ces valeurs, ce que ça signifie pour moi. D'accord. Et si on se place dans le contexte donc, du monde professionnel, de l'entreprise, pensez-vous que ces valeurs, les valeurs des salariés, sont primordiales ou au contraire plutôt dérisoires face à celles du dirigeant, à toutes les valeurs de l'entreprise? Moi, je pense que pour fonctionner correctement, toute communauté a obligatoirement besoin de posséder des valeurs partagées. Je crois qu'elles forment le fondement de la vie commune. C'est pour cette raison qu'il apparaît nécessaire que les valeurs des partis s'accordent tant en qualité qu'en hiérarchie pour que l'organisation puisse fonctionner efficacement. Si vous et moi nous accordons, nous sommes d'accord pour la valeur du respect des autres, nous risquons d'avoir des problèmes de communication si vous la mettez en 8e position, ou moi, si je la mets en 8e position, et si vous la mettez en top position. Donc, vous voyez, il y a la hiérarchie des valeurs qui est importante également. Et je vous ai présenté là quelques valeurs d'entreprise. Et vous voyez, hein, on retrouve bien les qualités morales dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, la solidarité, c'est lié à la fraternité. Hein, le respect, le sens du client, moi je mettrais sur une valeur esthétique comme la qualité. Voilà, je mettrais ça sur des valeurs liées au travail bien fait. Hein, donc l'esthétique, c'est le travail bien fait. Voilà quelques exemples qui apparaissent ici. Et donc vous pensez que finalement les employés doivent partager un minimum de valeurs en commun avec celles prônées par leur entreprise? Tout d'abord, moi, si on y prend, oui, je pense qu'elles doivent bien sûr les partager. Elles doivent les partager et surtout on en parlera tout à l'heure, mais à certains endroits de l'entreprise, dans certaines fonctions de l'entreprise, certaines valeurs sont plus importantes, doivent être placées dans une priorité plus importante que d'autres, me semble-t-il. Mais on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Dites-nous quelques mots d'ailleurs sur votre livre, là, Manager d'élite. On voit. Eh bien, écoutez, j'essaie de refléter un petit peu ce qui me semble important dans l'accompagnement des actions dans l'entreprise. Et j'ai dans ce livre décrit différentes pratiques, tant au niveau du management de soi que du management de l'autre, d'une personne, que du management de l'équipe et celui de l'organisation tout entière. Et en fait, en mettant en toile de fond l'approche Gestalt, on se rend compte que cette approche, elle est applicable, s'applique de la même manière aux différents niveaux de système dont je viens de vous parler. Donc voilà, c'est ce que présente ce livre. Ça a l'air très intéressant. La culture d'entreprise, j'avais encore une question sur cette notion de valeur. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise doit privilégier la diversité culturelle de façon à permettre à chacun de pouvoir s'exprimer dans ce contexte? La diversité culturelle, moi je voudrais d'abord dire que si on n'y prend pas garde, elle est soluble dans le temps. Donc je vais développer. Vous avez les nouveaux arrivants, aspirent en général, dans une entreprise, ils aspirent à trouver leur place. Et donc pour ce faire, ils ont besoin d'être acceptés par les autres, reconnus, valorisés. Et ils adoptent obligatoirement, implicitement ou explicitement, les valeurs de l'entreprise à travers les comportements qu'ils identifient comme étant ceux qu'il faut développer pour être acceptés. C'est ce qu'on appelle le processus d'assimilation. D'accord. Et elle est très rapide. Moi, j'ai pu remarquer à travers mes expériences qu'en quelques trimestres, les effets du 109 sont totalement neutralisés. Okay. D'ailleurs, on a parlé de manager d'élite. Il y a un exemple, je ne sais pas si vous connaissez cet exemple des chimpanzés. Je le connais. Voilà, qui explique parfaitement le phénomène. Donc c'est à voir.
Donc au sujet de la diversité, moi, lorsqu'on parle de diversité, on parle souvent de diversité sociale. Moi, je pense que la diversité au sens social est intéressante pour les entreprises qui souhaitent particulièrement encourager, par exemple, la curiosité. On voit l'autre n'est pas pareil que nous, ça attire notre curiosité. Donc, ça attire la curiosité, ça peut susciter la créativité, la remise en question des façons de faire. D'accord. Hein, donc, ça, c'est la diversité culturelle au sens social. La diversité culturelle au sens de l'organisation, je pense que c'est une nécessité vitale. Oui. En effet, hein, après les valeurs prioritaires, les valeurs, les croyances, les comportements nécessaires ne sont pas les mêmes pour assurer le fonctionnement efficace d'un service achat ou d'un département des ressources humaines ou d'un service marketing. Donc, vous voyez, cette diversité est plus le résultat d'une nécessité que d'un objectif d'épanouissement en termes organisationnels. Non, je comprends tout à fait. Donc, on a vu que... Je voudrais peut-être souligner que, à ce titre, il est important de s'assurer, par exemple, lors du recrutement d'un nouveau talent, que ce dernier ne soit pas en contradiction avec les valeurs nécessaires au succès de ses fonctions dans l'organigramme de la société qui n'en tient pas compte. Donc ça, je pense que c'est un point important. Je suis on ne peut plus d'accord avec vous. On vient d'aborder cette première partie donc sur les valeurs qui sont un peu le point de vue des employés. On va parler maintenant de ce qui fait le cœur d'une entreprise, sa culture. Oui. Donc déjà, est-ce que la culture d'entreprise, c'est un sujet qui vous touche? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et finalement, on a toujours cette appréhension de dire que la culture d'entreprise, c'est quelque chose d'abstrait. Est-ce que ça compte réellement pour vous, pour les entreprises? Est-ce que c'est quelque chose essentiel ou non, à votre avis? La meilleure façon de vous répondre, c'est de parler de moi et je pense, enfin en tout cas, ça je sais, donc je peux vous en parler. Donc pour répondre à votre question, je vais parler de mon expérience. Je suis né en Italie, dans la province du Frioul. Cette province, elle possède une langue absolument incompréhensible pour le reste du pays. Mes parents ont immigré en France et nous avons passé avec succès toutes ces épreuves d'assimilation. J'ai travaillé en Libye, j'ai travaillé en Algérie, dans des environnements multiculturels très riches, qui étaient composés de travailleurs de toute nationalité. J'en cite quelques-uns, parmi les plus cocasses, des Japonais, des Bengalis, des Bosniaques, des Palestiniens, des Autrichiens, des Flamands, même des Britanniques. Donc, vous voyez, la culture, vous me demandez si c'est important pour moi, j'ai l'impression d'être tombé dedans dès lors que j'étais tout petit. Mais c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. En tout cas, ce qui me passionne dans mon métier de consultant en développement des organisations, c'est que je peux y trouver beaucoup d'analogies entre les cultures d'entreprise, c'est-à-dire la manière de faire les choses ensemble, et les cultures sociales, c'est-à-dire la manière de vivre ensemble. J'aime bien faire ces parallèles, voilà, et puis évidemment, je peux m'inspirer de mon expérience. C'est un très beau parallèle. Vous qui intervenez d'ailleurs auprès de multiples entreprises, j'imagine que vous avez forcément des exemples de règles tacites forts au niveau de la culture de l'entreprise. Est-ce que vous avez des exemples comme ça à nous donner de choses que vous avez vues, vécues en intervenant auprès de vos différents clients? Oui, vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de souligner que votre question, justement, souligne l'importance d'une compétence que nous, consultants, devons avoir, c'est celle de l'observation, celle d'être capable d'observer les gens en train de travailler ensemble et d'identifier des schémas, certains schémas qui ressortent, certains modes de fonctionnement. Alors effectivement, à ce titre-là, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. C'est celui-ci, au cours d'une présentation commerciale, j'ai pu observer, pour laquelle j'ai pu observer le comité de direction d'une filiale d'une grande entreprise.
leader dans la production de services aux collectivités. Et ce qui m'a frappé dans mes observations, c'était la forte homogénéité de ce comité de 10 personnes. Okay. J'ai pu par exemple m'assurer que les dirigeants rêvaient, et c'était le cas, à peu de choses près, du même modèle de culture d'entreprise, et que ce modèle, et c'était un peu paradoxal, faisait une large promotion en faveur de comportements axés sur des relations de pouvoir et de contestation. En gros, ils rêvaient de gens qui travaillent ensemble de manière musclée et dans la contradiction permanente de l'un de l'autre. Alors, vous pouvez imaginer la réaction de ce comité lorsque je lui ai fait part de mes observations. Et vous avez raison, parce que, en fait, j'ai eu affaire à un front massif, devinez de quoi, de contestation, de dénigrement et autres objections de tout genre, dans un climat de confrontation musclée. Ils voulaient modifier les tests, ils voulaient contester la manière dont la est faite, enfin voilà. C'est un peu le genre de débat auquel j'ai été plongé, un peu un genre de débat auquel se livrent nos représentants politiques nationaux. Et on a un petit peu l'habitude de ça chez nous en France. J'ai un deuxième exemple. Je me souviens d'une entreprise du domaine de l'énergie qui m'avait demandé de l'aider à mettre en place un programme de transfert d'expérience pour traiter le problème de la fragilité de sa pyramide des âges. Et au fur et à mesure de la mise en place du programme, j'ai observé à mes dépens, parce que je ramais là-dedans, mais j'ai observé deux types de comportements. D'abord, les plus jeunes, des participants, vraiment, ils démontraient un intérêt. Ils étaient avides de connaissances, ils développaient vraiment une attitude constructive. Ils adoptaient volontiers les concepts que nous expérimentions ensemble en séance de formation, et ils commençaient à se les approprier, à les adapter pour favoriser le processus de transfert. Voilà, une attitude plutôt constructive. Les plus anciens, parmi lesquels figuraient les experts, donc ceux qui étaient porteurs des savoirs à transférer, eh bien, les anciens, eux, développaient une forte résistance. Ils se manifestaient, vous voyez, c'est toujours à travers les observations, mais elles se manifestaient de la manière suivante: critique systématique du programme, de la direction, de la DRH, des contenus, du consultant, de la durée, de la fréquence, des séances de travail. Enfin, voilà. Alors, on voyait vraiment il y avait quelque chose qui passait pas, qui n'était pas réglé. Par ailleurs, aucun engagement n'était jamais tenu. Et les anciens n'assistaient que très épisodiquement aux séances de travail collectif, même lorsque celles-ci avaient été planifiées longtemps à l'avance. Il y avait toujours une bonne raison pour le déplacement. Enfin, voilà. Et c'était incroyable. En fait, la difficulté de ce changement culturel venait du manque de conscience, de toutes parts, aussi bien de la part de la direction, de la part de la DRH, que de la part des participants eux-mêmes, d'ailleurs, au départ. Je me dis, quand je décris la manière dont les anciens se comportaient, je ne décris pas un comportement stratégique, c'est-à-dire ils ne savaient pas qu'ils se comportaient comme ça, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils avaient une motivation qu'il faut aller chercher, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Et en fait, la difficulté de ce changement, il vient justement du manque de conscience. C'est le manque de conscience qui fait que le changement est difficile. Non, c'est deux bons exemples. Oui, en fait, dans les cultures d'entreprise, dans le changement de culture d'entreprise, le problème que nous avons à traverser, je crois, c'est celui de la conciliation entre les objectifs à atteindre et la personnalité du système. Donc, identifier la personnalité du système va nous permettre de trouver le chemin, de tracer l'itinéraire vers le changement. J'aime beaucoup ce mot personnalité du système. C'est la première fois que je l'entends. Il est plutôt très bien. Je le réutiliserai. Ben voilà, vous savez, dans le monde dans lequel on vit, un monde concurrentiel, la boîte qui trouve le chemin le plus court vers ses objectifs, c'est celle qui remporte la mise. Donc, d'où, en regroupe avec ce qu'on vient de dire, plus la culture, je pense, joue un grand rôle dans la capacité de la boîte de trouver le chemin le plus court vers ses objectifs. Ouais. On parlait tout à l'heure de valeurs, là on vient de parler de culture. Moi, on me pose souvent une question, et je vais vous la poser à votre tour. C'est, pensez-vous que si on faisait la somme des valeurs des salariés d'une entreprise,
ce serait égal à sa culture? Ou au contraire, pensez-vous que la culture d'entreprise, ça va vraiment au-delà de cela? Je le répète, la culture d'entreprise, pour moi, prend forme à travers l'ensemble des comportements. C'est comme ça qu'on la voit. Hein. L'ensemble des comportements que les membres estiment à tort ou à raison devoir adopter pour faire ce qu'on attend d'eux. Voilà, ce serait un petit peu ma définition de la culture d'entreprise. Comme vous l'avez déjà suggéré, ces comportements résultent de croyances, de valeurs, de rites plus ou moins explicites. Notre travail de consultant, ça consiste à révéler la partie cachée, c'est la fameuse conscience dont vous parlez tout à l'heure. C'est notre boulot principal. Vous voyez, je prends un exemple dans la vie courante, comme je vous disais tout à l'heure. Nos sociétés souffrent, par exemple, de problèmes d'obésité. Est-ce que vous croyez que ce qui conduit les gens à surconsommer de la nourriture, donc c'est ça le comportement, c'est comme ça qu'on voit l'obésité à l'œil nu, mais le comportement, c'est la surconsommation de nourriture. Est-ce que vous pensez que ça soit lié à une valeur relative à la préservation de l'espèce? Ou à, comment dirais-je, une croyance liée à la peur de manquer? Ou à autre chose? Peut-être un peu de tout ça, non? Peut-être un peu de tout ça. On n'en sait rien. Mais en fait, on ne sait pas toujours clairement. Mais le changement de comportement, il ne peut pas intervenir tant que les systèmes humains n'ont pas pris conscience de leur cause profonde, de ces comportements. Hein. Et elle est possible que dans la mesure où les hommes ou les organisations acceptent avant toute chose de se voir tels qu'ils sont, au lieu de se précipiter à s'épuiser à chercher à devenir autre chose. C'est la théorie paradoxale du changement. On ne peut changer qu'à partir du moment où on est en mesure d'accepter ce qui est. Voilà. Il faut avoir le courage de se regarder tel que nous sommes. Avec, évidemment, des aspects qu'on n'aime pas trop regarder. C'est pour ça qu'on pense vite à faire autre chose. C'est sûr. D'ailleurs, c'est très l'utilité de nos outils de mesure de culture d'entreprise. Ça sert à ça, ça sert à nous montrer tels que nous sommes. C'est vrai, objectivement, tout à fait. On me pose également souvent une deuxième question. Est-ce qu'il existe finalement des bonnes cultures d'entreprise et des mauvaises cultures d'entreprise, ou ça va toujours vraiment dépendre du contexte? Quel est votre avis là-dessus? Je vais essayer de rendre ma réponse, de mettre le moins de jugement possible. Donc je vais essayer de répondre, parce que bonne et mauvaise, il y a du jugement. Il y a du jugement, mais je vais essayer de... D'abord, on parle de culture d'entreprise, on ne parle pas de culture sociale, comme à un certain moment, certains politiques disaient qu'il y avait des civilisations qui étaient meilleures que d'autres. Je ne vais pas rentrer là-dedans, on va rester dans la culture d'entreprise. Je vous rappelle, pour moi, c'est l'ensemble des comportements que les membres estiment, à tort ou à raison, devoir adopter pour faire ce qu'on attend d'eux. Pour moi, une bonne culture d'entreprise, c'est une culture où les membres adoptent des comportements qui renforcent leur satisfaction. Ils sont contents d'être là, ils sont contents de faire ce qu'ils font ensemble. Ces comportements, bien sûr, sont en accord avec les valeurs de l'entreprise et des compétences qui sont développées, tant stratégiques que rationnelles, sont aussi importantes. On donne autant d'importance aux compétences stratégiques, c'est-à-dire élaborer les missions, les objectifs, les plans, tout ce qui touche à l'innovation, etc., qu'aux compétences relationnelles comme le respect, l'intérêt pour les autres, la coopération, l'engagement. Je souligne ces deux points parce que vous savez très bien qu'il y a des talents dans l'entreprise qui sont plus focalisés sur la tâche et qui veulent qui s'intéressent qu'aux objectifs, aux résultats, aux missions, aux ressources, et d'autres qui sont plus focalisés sur la personne, qui s'intéressent plus à la coopération, qui s'intéressent à comment dirais-je, à l'intérêt qu'on peut éprouver les uns envers les autres, à l'entraide, etc. Et je pense que les deux sont aussi importants l'un que l'autre et qu'il faut savoir les combiner. Voilà, donc et ça c'est pour le volet bonne entre guillemets culture. Et si je mets mauvaise entre guillemets culture d'entreprise, pour moi c'est une culture où les comportements sont essentiellement axés sur la peur et sur des besoins de sécurité. Voilà. J'agis comme ça parce que j'ai peur de perdre mon boulot. Vous voyez, on est en bas des motivations de la pyramide de Maslow là. Pour moi c'est ça la mauvaise culture d'entreprise.
entre guillemets, le mauvais manager, c'est celui qui manage par la peur, quoi. D'ailleurs, des études ont montré qu'il y avait de fortes corrélations entre les mauvaises cultures et la mauvaise compétitivité des entreprises. Plus une culture est mauvaise, entre guillemets toujours, moins elle est compétitive. Il y a des études qui démontrent ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. Vous qui intervenez donc auprès de différentes entreprises dans différents secteurs, est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il y a un ou plusieurs secteurs en particulier pour lesquels la culture entreprise est plus importante, pour lesquels la culture entreprise est quelque chose de prépondérant? Est-ce qu'il y a des secteurs qui se détachent ou pas? Bah, écoutez, comme je viens de souligner, plus une culture est mauvaise et moins elle est compétitive. Bon, alors vous allez me dire, mais oui, mais enfin, chaque entreprise n'est pas nécessairement plongée dans un environnement concurrentiel. Il n'y a pas forcément de compétition. Regardez les grands groupes, regardez les services publics, il n'y a pas de problème de compétition, donc ils peuvent s'offrir une mauvaise culture, si je peux être l'avocat du diable. Bon, mais en même temps, dans ces cas de figure, une mauvaise culture crée des souffrances. Un secret pour personne, que les services publics créent beaucoup de souffrances. Les organismes très 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 bureaucratiques créent beaucoup de souffrances. On voit qu'on a mis en place la protection contre les risques psychosociaux. Voilà, donc moi je pense que ces entreprises, même si elles ne sont pas soumises à la contrainte de la compétition, elles doivent changer d'abord pour des raisons humanitaires. Après tout, puisqu'elles ne sont pas dans la compétition, on peut bien consacrer une partie de leurs ressources à améliorer la vie de leurs salariés pendant le tiers du temps au moins qu'ils passent chez eux. Voilà, mais on remarque aussi que plus on améliore, enfin moins la boîte a une mauvaise culture, si je peux dire, et plus elle est performante. Donc vous voyez, elles sont toutes à y gagner. Le fait d'améliorer pour des raisons humanistes la façon de travailler ensemble, eh bien, va aussi avoir des effets sur la performance économique et sociale. Sur la qualité des services, sur, comment dirais-je, l'efficacité des services. Vous voyez, donc pour répondre à votre question, je pense que la culture d'entreprise, elle est prépondérante dans tous les secteurs d'activité. Et c'est ce que ne comprennent pas suffisamment, je pense, nos dirigeants, certains dirigeants, qui considèrent que tout ça, c'est du blabla. Il y a énormément de choses, il y a énormément d'études, il y a énormément de sujets qui démontrent qu'il y a un très très gros potentiel, qu'on peut vraiment améliorer les choses avec un investissement modeste, si je peux dire. Bien sûr, avoir une bonne culture, c'est une condition nécessaire du succès, c'est pas une condition suffisante. Mais les gens, les responsables auraient quand même intérêt à m'en semble-t-il, à s'y intéresser davantage parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Ce qui m'amène à une autre question. Est-ce que ces fameux dirigeants, managers, codir, enfin peu importe, ont une vision juste de leur culture entreprise ou au contraire complètement faussée? Et si on va voir tous les salariés en bas de l'échelle, on va avoir des choses qui sont complètement différentes de ce que pense être l'entreprise au niveau de la direction. Écoutez, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, compte tenu de leur réaction lorsque je leur présente les résultats de leur profil culturel, ça me laisse vous dire que non, je ne pense pas qu'ils aient en général une vision juste de leur culture. En même temps, c'est normal. C'est normal. Ils ne peuvent voir que ce qui est visible. Ils ne peuvent pas aller chercher. Il faut travailler différemment. Si on veut aller chercher dans l'inconscient collectif, il faut s'y prendre autrement. On ne peut pas simplement, avec notre expérience, aborder tout ça. D'ailleurs, s'ils ne la connaissent pas, c'est un peu normal aussi, parce que, regardez, chacun d'entre nous, c'est la même chose. On ne peut pas dire que nous ayons une vision fidèle de notre personnalité. Et tout au long de notre vie, nous consacrons, peut-être nous devrions plus le faire, une bonne partie de notre énergie à réaliser la maxime de Socrate que j'ai mise devant vous, là, connais-toi toi-même.
dans le but de développer des comportements qui puissent être plus en harmonie avec nos valeurs, nos croyances, nos traditions. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une condition nécessaire à la réussite de nos projets. En tout cas, je crois fortement. D'accord. Et parmi toutes vos interventions, j'imagine qu'il vous est arrivé d'aider des entreprises à faire évoluer leur culture, à faire ce qu'on appelle la conduite de changement de culture. Comment est-ce qu'on fait pour aider une entreprise à faire évoluer sa culture? La culture d'entreprise est un centre, on vient de le dire, hein, en tout cas, je crois que nous partageons cette conviction, un centre d'intérêt capital pour l'entreprise. Ça l'est également dans ma pratique professionnelle. Et pour répondre à votre question concernant la démarche de changement de culture, je vais revenir à quelques exemples dans la vie privée et la vie professionnelle. Je vais vous donner quelques exemples de changement de culture pour pas qu'on en fasse toute une histoire. Arrêter de fumer, c'est un changement de culture. Changer nos habitudes alimentaires, c'est un changement de culture. Et je peux aller plus loin, devenir moins critique vis-à-vis des autres, au boulot ou dans la vie personnelle, c'est aussi un changement culturel. Devenir plus autonome, c'est un changement culturel. Vous voyez, il y a tous ces exemples sont des changements de culture. Bon, prenons la cigarette. Si vous avez déjà fumé, non, Arnaud? Non, jamais. Alors, c'est un mauvais exemple. Non, un mauvais exemple pour ma démonstration, mais un bon exemple pour ceux qui cherchent à éviter ça. En fait, ceux qui ont arrêté de fumer savent bien que c'est pas une chose facile. Ils doivent s'y reprendre à plusieurs fois, etc. C'est vraiment pénible, c'est douloureux. Il en va de même pour les autres exemples que j'ai cités. C'est jamais facile de changer de comportement. Et dans la culture d'entreprise, c'est pareil, c'est pas facile de changer de culture d'entreprise. D'ailleurs, la sagesse populaire nous indique que le changement consiste à chasser le naturel et à l'empêcher de revenir au galop. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, vous voyez, si vous arrêtez de fumer et puis qu'une fois que vous avez arrêté, vous dites je reprends une petite clope pour redémarrer, c'est foutu. Le naturel revient au galop. Dans l'entreprise, c'est pareil. C'est pour ça que les gens se plaignent souvent de dire oui, mais ce programme, on l'a déjà fait, on a déjà fait des programmes comme ça, et puis ça n'a rien changé. Mais oui, parce que justement, le processus de changement, il est long, il n'est pas naturel, il demande des efforts, il demande du soutien constant. Et je voudrais souligner ça, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les équipes de pilotage d'une telle démarche dans les entreprises, elles sont critiques, elles sont cruciales. Il faut vraiment qu'elles aient les compétences, les prérogatives, c'est-à-dire le pouvoir, et la motivation nécessaire pour que le projet réussisse, et que le naturel ne revienne plus au galop. Jamais. Et ça, c'est pas toujours évident d'avoir une présence, un soutien de tous instants de la part des comités. Et c'est presque une condition, je n'ai pas envie de dire suffisante, mais elle est très importante dans le succès de l'opération de transformation culturelle. L'implication des dirigeants. Et ils doivent donner de leur personne. Ils doivent donner de leur personne. Alors, comme ils sont pas dispo, c'est pas toujours évident. Et pourtant, c'est la clé du succès, me semble-t-il. En tout cas, mon expérience l'a montré. Je vais continuer encore avec une autre question qui, cette fois-ci, n'a plus rien à voir. J'ai pu discuter avec certains consultants et certains m'ont dit qu'il arrivait parfois que leurs valeurs personnelles, qui finalement sont souvent des valeurs d'ouverture, d'objectivité, de sincérité, allaient à l'encontre des valeurs de leur entreprise cliente. Est-ce que ça vous est arrivé ou pas? D'ailleurs, est-ce que j'ai eu des cas de conscience? Est-ce que vous avez eu des cas de conscience? Non. Moi, dans mon expérience, j'ai jamais rencontré d'entreprise qui soit à la fois suffisamment ouverte pour regarder leur culture en face. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est pas toujours des infos intéressantes. Enfin, si, elles sont intéressantes, mais pas toujours agréables à regarder. Jamais d'entreprise qui était à la fois suffisamment ouverte et perverse au point de désirer des qualités morales qui soient contraires à celles qui sont importantes pour moi, comme la vérité, la justice, le respect d'autrui, la coopération, le respect de la liberté, le sens de l'esthétique, le travail bien fait. Non, je n'ai jamais rencontré ça. Alors, peut-être à un niveau beaucoup plus bas, je sais pas, moi, des boîtes qui peuvent
pendant un moment limité, dire qu'il va falloir travailler davantage. Bon, si moi je considère qu'il ne faut pas travailler tant que ça, j'ai pas à intervenir dans la décision de l'entreprise, même si ça va à l'encontre de de ma façon de faire. Mais ce sont des valeurs qui sont de faible priorité et qui vont pas remettre en question notre. Vous voyez, j'ai travaillé pour dans le temps une entreprise nationale qui fabriquait des cigarettes. Voilà. Alors est-ce qu'il fallait que j'y travaille ou pas? Moi, je vais vous dire, hein, au jour d'aujourd'hui, on voit une transformation, politique dans notre société. Si j'étais appelé par une municipalité, par exemple, du Front National, je partage pas du tout les valeurs du Front National. Mais si j'étais appelé par une municipalité du Front National pour travailler sur la culture de la municipalité, je ne refuserai pas. D'accord. Parce que c'est des gens qui, a priori, ont envie de changer leur façon de travailler ensemble. Et moi, les analyses dont je dispose montrent que les boîtes qui veulent changer, quel que soit leur domaine d'activité, lorsqu'on leur pose la question de la culture idéale, est-ce qu'il y a quelque chose d'idéal chez vous, elles convergent toutes vers la même chose. Elles convergent toutes vers des valeurs, des comportements qui méritent qu'on s'y intéresse. Moi, si je peux systématiquement encourager ces comportements, eh bien, je le ferai dans tous les environnements avec autant d'implication et autant de bonheur. Vous voyez, je reste en phase avec mes propres valeurs qui consistent à favoriser le consensus entre les hommes, hein, quelles que soient leurs croyances, religieuses, politiques ou par ailleurs. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Non, ça vous choque, mais... Non, pas du tout. Je n'émets jamais aucun jugement. Ça me fait pas du tout. Avant de conclure cet entretien, vous le savez, donc nous, chez Adéquat, pour valeur et adéquation d'ailleurs, on a développé un outil qui permet de diagnostiquer la culture d'entreprise, les valeurs d'une entreprise, donc en interrogeant les salariés, et un module de recrutement qui permet de recruter des gens qui partagent finalement les valeurs, la culture de l'entreprise. En tant qu'expert, quel est votre avis sur ce genre d'outil qui permet de prendre en compte cette notion de culture dans les ressources humaines? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Moi, il me semble tout à fait intéressant, aussi bien pour le postulant que pour l'entreprise, de s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilité de valeurs, en tout cas. Il ne doit pas y en avoir au niveau des valeurs essentielles. Vous savez, celles que j'ai affichées tout à l'heure, respect, etc. Ça, c'est pas négociable. Elles doivent être placées au plus haut niveau de priorité, aussi bien chez le salarié que au niveau de l'entreprise. Mais ensuite, quand on va dans certaines fonctions, effectivement, il y a des valeurs qui doivent peut-être matcher entre les deux. Je sais pas moi, dans la compta, peut-être il faut avoir des valeurs de rigueur, des valeurs vous voyez, le juste là doit être primordial. Oui. Peut-être moins l'innovation, mais encore que elle peut être présente, mais à un niveau peut-être moins important. Alors que si on va au marketing, alors le juste est important, mais pas en premier. Ce sera peut-être plus la créativité, l'innovation. Donc effectivement, avoir un outil qui puisse s'assurer de cet alignement me semble intéressant pour aussi bien le succès du postulant que pour le succès du poste et du projet et pour l'entreprise. Donc bravo Adéquat. Merci. Et ma dernière question sera qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Écoutez, que notre interview soit largement partagée. Moi, j'espère que tout ce que nous avons échangé ensemble soit partagé par nos lecteurs, nos auditeurs, et puis qu'ils le diffusent. Et souvent, on se donne beaucoup de mal, nous, consultants, à faire ce genre de travail, à faire savoir, à publier, etc. Et on se rend compte que les gens ont une attitude plutôt passive de l'autre côté, c'est-à-dire ah ouais c'est bien, ils le lisent, ils le gardent pour eux.
Qu'il le diffuse, qu'il fasse passer, qu'il fasse savoir que nous existons et que nous avons des si belles choses à leur proposer. Voilà, ce serait un grand plaisir. Je nous le souhaite en tout cas. Donc, je vais conclure cette vidéo. Donc, merci Dino d'avoir accepté donc cette interview. Merci à vous. C'était vraiment sincèrement un grand plaisir d'échanger avec vous. C'est très agréable. Et je pense qu'on aura l'occasion d'échanger encore par la suite de nombreuses reprises. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis sûrement à très bientôt. Merci. Salut Arnaud.